Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, la semaine de commémoration des martyrs ouverte lundi se referme demain 13 septembre avec un hommage rendu à Ruben Omiobé, le héros national assassiné par l'armée française le 13 septembre 1958 dont le combat pour l'indépendance fut étoffé dans la violence coloniale. 67 ans plus tard, la France a enfin reconnu sa responsabilité dans cette guerre répressive, comme l'a affirmé Emmanuel Macron dans une lettre adressée à Paul Biya, évoquant les massacres et le soutien aux violences pré- et post-indépendance. Pourtant, le Cameroun lui-même n'a toujours pas honoré la mémoire de ses martyrs, comme Ruben Omiobé, dont le corps fut profané et le nom interdit jusqu'aux années 1990. À l'aube d'une élection présidentielle historique où Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, brigue un nouveau mandat, la question de la mémoire collective ressurgit avec acuité. Les anonymes, victimes oubliées des exactions coloniales et des répressions politiques, attendent toujours justice et reconnaissance. Dans un contexte de tensions ethniques et crise sécuritaire, les descendants de martyrs s'accordent à dire que la reconstitution de cette mémoire est essentielle pour apaiser les fractures nationales. Que devraient donc faire les politiques pour honorer ces héros et ces anonymes? Qu'attendre d'un éventuel changement de régime? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission. Mais avant, place au journal. En ouverture, lutte contre l'insécurité, un gang de braqueurs opérant silencieusement dans le département de la Mifi, Mbouda dans les Bamboutos, Tchang dans la Menoua, Fumbot dans le Noun et même à Douala dans la région du littoral, département du Vouri, est aux arrêts. Ils sont 7 suspects auteurs de plusieurs cambriolages actuellement en exploitation au groupement de gendarmerie territoriale à Bafoussam, où une enquête est en cours pour neutraliser le reste du gang. Le reportage de Franj Rokhtassonk. C'est un groupe mixte de cambrioleurs et de receleurs qui a été démantelé. À leur actif, plusieurs victimes dans la région de l'Ouest et même au-delà. Ce gang n'agit pas seulement à Bafoussam, mais également en Mbouda, Tchang, Fumbot et Douala. Donc les enquêtes nous ont permis dès lors d'appréhender environ 7 suspects et de récupérer un important stock de matériel volé. Il y a plusieurs complices qui sont encore en fuite et qui sont activement recherchés. Lors de leur interpellation, plusieurs objets ont été retrouvés en leur possession. Des appareils électroniques, des tôles, une tondeuse à gazon et bien d'autres. C'est l'occasion pour nous ici de rassurer nos populations et leur demander d'apporter à l'attention de la gendarmerie nationale tout fait digne d'intérêt, surtout ces cambriolages et les vols dont elles sont victimes, pour que le nécessaire soit fait afin qu'ils puissent dormir tranquilles, vaquer aisément à leurs occupations, et nous ferons également le reste pour sécuriser leurs biens et ainsi que leur vie. Leur arrestation fait suite aux multiples plaintes déposées au groupement de gendarmerie territoriale de Bafoussam. Un membre de ce gang, apprend-on, repris de justice, aurait été déféré à la prison centrale de Bafoussam. Toujours à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, une importante quantité de médicaments impropres à la consommation a été saisie au quartier Makambou, dans le 1er arrondissement de la ville. Ces faux médicaments destinés à être utilisés dans des services sensibles tels que le bloc opératoire, la maternité, les urgences et la réanimation étaient stockés dans un domicile privé. Une opération menée par la Légion de gendarmerie de l'Ouest à Bafoussam qui s'inscrit dans la lutte contre les médicaments illicites. Franj Rokhtassonk, une fois de plus. De loin, c'est une bâtisse qui fait rêver. Mais au plus près, c'est un laboratoire de conservation de médicaments impropres à la consommation. Nous sommes au quartier Makambou, dans le 1er arrondissement de la ville de Bafoussam, à l'ouest Cameroun. Tout est constitué de stocks de dispositifs médicaux. Nous avons là des seringues, des compresses, des sondes nasogastriques,
des sondes urinaires, des attelles qui sont utilisés dans les chirurgies orthopédiques. Donc, c'est du matériel qui est utilisé en général au bloc opératoire, en maternité, pour prendre en charge les nouveau-nés, pour des chirurgies, des césariennes, des chirurgies. L'occasion de le suivre en entièreté dans nos prochaines éditions d'information. Mais toujours dans l'actualité, le gouvernement a investi près de 10 milliards de francs CFA dans la couverture santé universelle en 2025. L'information vient du coordonnateur national de la cellule technique de la CSU, le docteur Désiré Anissé Mintop, s'exprimait hier à Nkonsamba lors du lancement officiel du chèque santé dans la région du littoral. Il a également annoncé que la campagne couvre désormais 107 districts de santé. Autre annonce, celle de la numérisation du chèque santé pour plus de sécurité et un meilleur suivi. Le reportage de Jires Azangué et Fondre des Marquez. Since the launch of the Universal Health in 2023, the government of Cameroon has pumped close to 10 billion CFA francs into the Universal Health Coverage Drive. En 2025, pour une cible des femmes enceintes estimée à 1 097 630 attendus, près de 10 milliards ont été engagés par le gouvernement pour couvrir les factures liées à cette prestation, soit 62% du montant total destiné au remboursement de toutes les prestations du panier de soins de la couverture santé universelle. Making an assessment of universal health coverage in Nkonsamba during the official launch of the health voucher in the littoral region by the Minister of Public Health, the national coordinator notes that the coverage is now nationwide as of 2025. À date, le chèque santé, comme je le disais, couvre 107 districts de santé et 1057 formations sanitaires. L'extension en cours dans les régions du centre, du littoral et de l'ouest va nous permettre de pouvoir atteindre 41 districts de santé au total et 638 formations sanitaires, soit 17 districts de santé et 354 formations sanitaires dans la région du centre, 12 districts de santé et 90 formations sanitaires dans la région du littoral, et 12 districts de santé et 194 formations sanitaires dans la région de l'Ouest. While announcing that 1,130,551 prenatal consultations have been done, a digital voucher has been introduced. Il faut également dire que ce chèque digital offre une interopérabilité avec toutes les plateformes digitales utilisées dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, mais également ouvert à d'autres plateformes. C'est une véritable révolution technologique. The introduction of the digital voucher, according to the Minister of Public Health, is to secure for better follow-up. Et par ailleurs, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a réitéré lors du lancement qu'en dehors des problèmes de plateau technique, l'aspect financier demeure un obstacle majeur à la mise en œuvre des activités de la couverture santé universelle. Je vous propose d'écouter le docteur Manaouda Malachi dans cet extrait sélectionné par Jires Azangué. La plus grande difficulté que nous avons constatée, c'est le financement. On a le financement parce que nous nous sommes promis, n'est-ce pas? Je pense que même dans cette salle, on se l'est dit, nous allons faire la couverture santé de nos moyens. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais, comme vous le savez très bien, c'est un processus. Donc, entre l'engagement et le déblocage, n'est-ce pas, des fonds pour le remboursement des formations sanitaires, il y a eu quelques difficultés en ce moment. Et donc, ce que nous avons mis à disposition, ou du moins c'est les engagements que le ministère de la Santé publique a fait, n'ont pas toujours été suivis, n'est-ce pas, d'effet en termes de déblocage par le ministère des Finances. Et ça crée un petit problème
sinon en groupe d'ailleurs pour les formations sanitaires qui prennent les chèques, qui prennent en charge, n'est-ce pas, les patients, mais doivent être remboursés pour que les services continuent. Toujours en santé, comment renforcer la vaccination contre le papillomavirus et améliorer la nutrition infantile alors que le programme élargi de vaccination fait face à des défis tels que la désinformation, les résistances culturelles et les mouvements de la population. C'est à cette question qu'ont tenté de répondre le 11 septembre à Yaoundé, c'est-à-dire hier, les acteurs de la santé de la région du centre réunis autour du projet Approche centrée sur l'humain. Le point avec Sébastien Oyébé. Réunis dans la ville de Yaoundé, les principaux acteurs du secteur de la santé publique à la coordination centrale du programme élargi de vaccination échangent sur les défis persistants du programme de vaccination et les soutiens engagés pour y répondre. L'offre en termes de vaccination est assez faible dans les différentes régions dans lesquelles nous travaillons et ceci se justifie par différentes raisons. On peut avoir davantage, ce qui nous concerne, c'est davantage le comportement des personnes qui sont censées venir avec les enfants à la vaccination. Pourquoi est-ce que les enfants n'arrivent pas à la vaccination? C'est ça notre problématique aujourd'hui. Il faut donc trouver des solutions. Cette rencontre d'information et de plaidoyer s'inscrit dans le cadre du projet Approche centrée sur l'humain, amélioration des services de vaccination et promotion des bonnes pratiques de nutrition. Les responsables ont relevé plusieurs obstacles qui freinent la couverture vaccinale. Il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a beaucoup de zéro dose. De zéro dose en vaccination veut dire un enfant qui n'a pas reçu Penta 1. Vous avez vu qu'à Loncar, il y a beaucoup de zéro dose dû au mouvement des populations. Il y a les Tchadiens, les Centrafricains qui viennent de repartir. Et quand nous avons commencé le programme élargi, ils ne sont toujours pas là. Il y a aussi les fake news. Parfois, on vous dit qu'un vaccin comme le HPV est capable de provoquer la stérilité, ce qui est faux. Il y a les tribus ici au Cameroun qui n'aiment pas entendre parler de la vaccination. Tout ceci nous empêche d'atteindre les objectifs, à savoir vacciner au moins 95% des enfants au Cameroun. La stratégie participative associe les communautés à l'identification des obstacles et à la recherche de solutions. Cette réunion servant de plaidoyer avant le lancement du projet visant à renforcer la vaccination et la nutrition pour une meilleure santé des enfants. En éducation, grève annoncée dans le supérieur face à l'inaction du gouvernement et à des promesses restées lettres mortes. Les enseignants du supérieur annoncent une grève généralisée dès le 6 octobre. Face à la presse, le 10 septembre à Douala, le syndicat national des enseignants du supérieur, le SINES, par la voix de son secrétaire national à la communication, le docteur Moutil Firmin Ghislain, sonne la fin de la patience et amorce une désobéissance progressive. Une fronde qui résonne comme un appel au paiement des dettes d'un secteur à bout de souffle. Les précisions de Julien Atada. Au cœur de cette mobilisation, deux plaies béantes. La dette académique, dont l'échéance de paiement avait été fixée à fin 2024, reste toujours impayée. Et la prime d'allocation spéciale de modernisation est versée de manière erratique, plongeant les enseignants dans l'incertitude et l'indignation. Nous avons constaté qu'il y a eu des travaux qui se sont rapportés concernant les inscriptions en thèse, concernant le fichier, l'établissement du fichier national des thèses et que le bureau exécutif national du SINES n'a pas été, n'est-ce pas, invité à ces concertations. Les revendications essentielles des enseignants ayant encore été ignorées, le syndicat a donc pris une décision radicale. À la suite de ce constat, nous avons pris donc une résolution forte, celle de procéder à une cessation des activités, une cessation généralisée des activités à partir du 6 octobre 2025. En amont de l'arrêt généralisé, le SINES annonce une cessation d'activité progressive. Mais avant cela, il y a un calendrier, n'est-ce pas, des activités qui a été arrêté, notamment à partir du 15 septembre, donc dans les tout prochains jours, jusqu'au 29 septembre, il a été demandé, n'est-ce pas, dans ce communiqué aux enseignants de cesser les activités se rapportant au jury, n'est-ce pas, des niveaux, des activités se rapportant aux soutenances des masters, des mois de master et des thèses de doctorat.
Dans le même ordre, entre le 30 septembre et le 5 octobre, les enseignants sont appelés à ne pas prendre part aux réunions institutionnelles. Derrière cette grève, ce sont des voix qui réclament respect, justice et reconnaissance. Une énième alerte dans un système académique sous tension où l'enseignement supérieur semble perdre peu à peu sa voix. Dans la suite du journal, le projet de mobilité urbaine de Douala, d'un coût d'environ 300 milliards de francs CFA, sera bientôt opérationnel et créera plus de 200 000 emplois. Information dévoilée lors de son lancement par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtès. Selon le maire de la ville de Douala, l'objectif principal de ce projet est de réduire le trafic et améliorer la mobilité urbaine dans la capitale économique. On fait le point avec Jirès Azangué et Fondre Marquez. The Douala Urban Mobility Project, worth over 300 billion CFA francs, has been launched with the aim of ameliorating urban mobility in the economic capital, as well as curbing traffic. Il s'agit non seulement de moderniser l'infrastructure de transport, mais aussi de transformer notre manière de penser et de vivre la ville en visant entre autres les objectifs suivants. Premièrement, l'amélioration de la fluidité de la circulation, j'en ai parlé tout à l'heure. Le renforcement et la modernisation de l'offre de transport public sécurisé et accessible au plus grand nombre. L'intégration toujours plus poussée de solutions durables et respectueuses de l'environnement dans nos prestations au profit des populations. Quatrièmement, le positionnement de la satisfaction de l'usager au centre de la stratégie de mobilité, la couverture urbaine de Douala. Financed by the World Bank, the Bus Rapid Transport under the Mobility Project is expected to transport 6,000 persons daily. Il est prévu le transport quotidien de plus de 600 000 passagers par jour. Capacitaire et moderne, le système BRT pourrait se traduire par une économie moyenne de 90 minutes par passager par jour. En termes économiques, ces gains de temps représentent l'équivalent de 97 millions de dollars par an. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, ce projet pilote se veut transformationnel pour la ville et ses habitants, plaçant bientôt Douala dans la compétition des villes africaines pionnières, exploitant des systèmes de BRT comme Dar es Salaam, Lagos, Dakar, sans compter d'autres à l'état de projet ou en construction comme à Abidjan. 200,000 persons will gain employment, according to the World Bank representative. Un tiers des emplois sera accessible en moins de 60 minutes, contre 13% actuellement, soit 200 000 emplois supplémentaires. La population pouvant accéder au centre-ville en moins d'une heure augmenterait de 136% et 800 000 personnes auront accès à un système de transport en commun plus sûr, plus confortable et plus efficace. Launching the project in Douala was the Minister of Housing and Urban Development, Célestine Ketcha-Courtès. The Bus Rapid Transit will have 5 multimodal exchange hubs, which are Carrefour Leclerc, Ndokoti, PK14, Carrefour Nelson Mandela, and Yassa. A total of 313 buses will operate on 5 lanes with 48 stations on 2 itineraries, which will cover 27 kilometers. Dans l'actualité politique, le candidat du FDC à la présidentielle, Samuel Hiram Yodi, était face à la presse ce vendredi dans la ville de Yaoundé pour dévoiler son programme politique fondé sur la justice sociale et l'égalité des chances. Hiram Samuel Yodi promet la revalorisation et le doublement des salaires des enseignants et des médecins, la modernisation des infrastructures éducatives, la création de 2 millions d'emplois et l'ouverture de 500 centres de formation. Son projet inclut également un plan de santé universel estimé à 7 milliards de francs CFA, une réforme foncière et une gouvernance tournée vers la prospérité partagée. Je vous propose d'écouter Hiram Samuel Yodi, candidat du FDC, dans cet extrait sélectionné par Sébastien Oyébé. Rappelons justement que nous sommes partis à la base de 12 clés d'un manifeste intitulé 12 clés pour libérer le Cameroun en 2025, que nous avons donc enrichi sur la base de concertation avec des expertises, avec les partis politiques alliés, avec des acteurs de la société civile. Ces 12 clés-là nous ont permis de définir notre programme sur la base de 12 objectifs.
C'est ces 12 objectifs-là que nous poursuivons du début à la fin du programme que je vais vous présenter. Le premier objectif, c'est la réduction du train de vie de l'État. Nous allons revenir sur les différents mécanismes que nous proposons dans ce sens. Le deuxième, un système d'accès à la santé pour tous avec une enveloppe à peu près de 5 000 milliards sur les 7 prochaines années, donc à peu près 700 milliards par année. Nous comptons sur la période de 2025-2032 de doubler progressivement les salaires, graduellement les salaires des enseignants et des médecins. Une réforme foncière majeure qui fait couler beaucoup d'encre, avec pour nous la nécessité d'avoir une limitation d'accès privé à la terre pour protéger ceux des Camerounais qui sont les plus vulnérables. Dans le RDPC, la commission régionale de la campagne pour le Nord continue d'élargir ses consultations avec le secteur des travailleurs de moto-taxi afin de définir les stratégies de campagne pour faire élire le candidat Paul Biya. Ce vendredi, c'était au tour du vice-président de cette commission, le Lamido de Garoua, Ibrahim El Rachidine, par ailleurs membre titulaire du comité central du RDPC, de recevoir un groupe de syndicats de mototaxi de la ville de Garoua. La rencontre tenue à la permanence du parti a conduit à l'adoption d'une série de résolutions. La correspondance de Daniel Aman à Garoua. Il était 11 h quand la délégation du syndicat national des mototaxis du Cameroun, Sinamota, branche de Garoua, menée ici par le secrétaire général pour le Nord, Amadou, en lieu et place du président régional empêché, une délégation de plus de 15 membres du syndicat pour apporter leur soutien aux candidats du RDPC et élaborer les plans d'action avec toute la commission régionale de la campagne du RDPC pour le Nord. Nous avons rencontré ces représentants de cette profession afin de les édifier déjà sur la stratégie de campagne qui a été actée par le RDPC. Nous avons rencontré aujourd'hui, comme nous avons rencontré les partis alliés il y a 2 jours, et comme nous rencontrons d'autres professions aussi tout au long de cette procédure. Nous leur avons rappelé les séances de travail qu'ils ont eues avec les commissions de la mise en place par le Lamido de Rail et qui a donc pris en compte une certaine série de doléances qu'ils avaient posées. Nous avons rappelé ces doléances-là et les mesures qui sont en train d'être mises en place pour résoudre les problèmes qu'ils ont posés. La rencontre dirigée par le monarque de Garoua, vice-président de la commission régionale de la campagne du RDPC pour le Nord, qui a tenu un langage de vérité. Pour les syndicalistes, les raisons du choix du candidat Paul Biya est tout trouvé. Accompagner le chef de l'État, son excellence M. Paul Biya, à l'élection 2025. Parce que le RDPC nous a beaucoup accompagné, la paix. De Tcholiré, de Guilherme, de Pitoa, de Ngong et de toutes les autres villes et villages du Nord. Nous sommes fiers de vous. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur son Excellence M. Paul Biya, qui vous connaît et qui vous a déjà cité dans un de ses discours. Cette rencontre s'est achevée avec une prière dite par le Lamido de Garoua pour la paix au Cameroun avant, pendant et après les élections. Nous sommes vendredi et entrant dans le week-end avec le sourire, ce geste simple et universel qui dissimule souvent bien plus qu'il ne révèle. Le sourire éclaire les visages, adoucit les échanges, mais reste parfois incompris. Malgré les embouteillages, la fatigue du quotidien ou les épreuves de la vie, certains Camerounais continuent de sourire. Pourquoi et comment? Théodanto nous plonge dans ce reportage qui va suivre au cœur de cette expression humaine entre légèreté apparente et profondeur insoupçonnée. Et on nous signale que cet élément de Théodanto vous sera proposé plus tôt dans nos prochaines éditions d'information. Place à présent à la deuxième partie de Tribune présidentielle. Devoir de mémoire aux martyrs de la lutte d'indépendance assassinés par l'armée française entre 1945 et 1971. Seules 3 figures emblématiques réhabilitées et élevées
au rang de héros nationaux à la faveur de la loi du 19 décembre 1991. Pourtant, en plus de Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumié et Ernest Ouandjé, des milliers de nationalistes ont été assassinés pour la même cause et enterrés dans des fosses communes en région Bassa et Bamileke. À la date symbolique du 13 septembre, marquant la commémoration de la mort de Ruben Oumniobé, tous ses compagnons d'infortune sont certes honorés, mais dans une indifférence du gouvernement camerounais et des citoyens. Morts pour la protection et la défense de notre patrie, les festivités se limitent à la seule famille politique de l'UPC. Pourquoi cette indifférence totale et une reconnaissance au deux poids, deux mesures? La lecture de Jean-Paul Chouniat. Le rituel annuel de commémoration de l'assassinat de Oumniobé le 13 septembre 1958 rappelle aussi à la mémoire collective le sort subi par ses autres camarades de lutte les plus en vue. Félix Roland Moumié, empoisonné au thallium en 1960. Osende Afana, abattu le 15 mars 1966. Ouandjé Ernest, fusillé le 15 janvier 1971. Leur seul péché, avoir engagé la lutte armée pour débarrasser leur pays du joug colonial et libérer le peuple camerounais, aujourd'hui encore victime d'un néocolonialisme qui pille nos richesses et maintient la population dans la misère, tout en compromettant l'avenir des générations futures. Des décennies après leur assassinat, leur combat était enfin reconnu, avec leur élévation au rang de héros nationaux à la faveur de la loi du 16 décembre 1991, réhabilitant certaines figures de l'histoire du Cameroun. Seulement, parmi cette liste incomplète, un de leurs bourreaux, le premier président de la République, Amadou Ahidjo, qui fit exécuter Osende Afana et Ernest Ouandjé, pour ne citer que cela. Même si aujourd'hui, ces quelques martyrs sont célébrés pour avoir combattu jusqu'au sacrifice suprême, tout à côté, d'autres leaders charismatiques sont morts pour la même cause, en zone Bassa et Bamileke, sans jamais recevoir à ce jour la moindre reconnaissance nationale des gouvernants et de la nation tout entière, leur nom presque effacé de l'histoire douloureuse du Cameroun. Des milliers de militants UPCistes anonymes ont été liquidés par l'armée coloniale française et le régime Ahidjo aux ordres de la France, tous enterrés dans des fosses communes. Les massacres d'Équité du 31 décembre 1956 dans la Sanaga maritime, les victimes du train de la mort du 1er février 1962, l'incendie criminel du 24 avril 1960 au quartier Congo de Douala, les Camerounais précipités à la chute de la Métier à Bafoussam, des villages rasés au napalm de la carte de la région de l'Ouest, à tous ces milliers de combattants oubliés de la lutte d'indépendance. Il faut ajouter ceux qui ont perdu la vie dans la bataille contre les impérialistes allemands entre 1884 et 1916. Rudolf Douala Mangabel, pendu sur le plateau Jos de Douala. Martin Paul Samba, exécuté à Ebolova. Le roi Madola de Batanga, Chief Kouval Lekenye de Bakweri au sud-ouest ont connu le même sort. Et tous les labidos et guerriers tués dans le septentrion pour la défense du territoire Cameroun. Si de tous ces milliers de nationalistes camerounais assassinés par les colons allemands et français, seuls Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumié et Ernest Ouandjé ont été élevés au rang de héros nationaux. Que prévoient les 11 candidats à la présidentielle de 2025 dans leur projet de société pour restaurer la mémoire et l'honneur de ces milliers de martyrs assassinés pour avoir tenté de défendre leur pays et protéger leurs compatriotes? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Vous pouvez nous suivre sur Balafon Télévision, la page Facebook, sur le 922 Radio Balafon, sur le 515 Balafon Télévision, du bouquet Canal+. On parle ce soir, on revient sur la semaine des martyrs, au-delà des leaders de l'UPC. C'est le thème de cette édition de Tribune présidentielle et on reçoit Clément Boindeux, écrivain, descendant de martyrs comme nous autres. D'ailleurs, bonsoir Clément, merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue. Bonsoir Claude, toujours un plaisir de partager le plateau. Bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux familles des martyrs. Puisse leur sang être la moisson de l'espoir du Cameroun. On a le plaisir de recevoir pour la première fois
Louise Mekaf aussi, qui généralement intervient par téléphone depuis Bafoussam, la région de l'Ouest Cameroun. Bonsoir Louise, merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue. Merci Claude, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Louise Fossi, écrivaine, fille de Marty, la fille de Jacob Fossi. On reçoit également Thierry Batoum, vice-président du CPMC, Citoyens pour la mémoire du Cameroun, petit-fils également de martyr. Bienvenue. Bonsoir Claude, merci pour l'invitation. Bonsoir à toute votre brillante équipe qui se trouve derrière et qui fait un travail énorme. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder ce soir. Bonsoir à tous les combattants nationalistes. Bonsoir aux autres invités. Bernard Chaille est également avec nous. Bienvenue Bernard, vous êtes le vice-président de l'UPC. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est l'UPC qui vous remercie d'avoir pensé à ce devoir de mémoire, de rendre hommage à ces personnes qui ont donné leur vie pour ce pays. C'est d'ailleurs un très grand honneur pour moi d'avoir en face les familles des martyrs. Je vous dis, au nom de l'Union des populations du Cameroun, la seule vraie famille politique qui vous reste. Soyez courageux, le combat continue. Il a dit, Bernard, l'UPC, c'est la seule vraie famille qui reste aux descendants de martyrs. C'est le cas, effectivement, Clément Boindeux. On voit depuis un moment, on vous voit vous déployer sur le terrain, produire des communiqués, vous adresser aux Camerounais, aux candidats. C'est vrai, effectivement, que vous êtes seul, à part l'UPC, il n'y a personne d'autre qui vous accompagne? Bon, c'est normal que l'UPC revendique cela, puisque c'est ça qui regroupait l'esprit nationaliste. Donc, vu sur cet angle, il a raison. Hein. Alors, c'est la semaine des martyrs. Vous marquez un temps d'arrêt pour vous souvenir de ceux-là qui sont morts pour la patrie. Mais pourquoi est-ce aussi important de dédier toute une semaine à ceux-là, à vos parents, à vos grands-parents, à ceux qui sont morts pour l'indépendance du Cameroun? Clément. Nous sommes des Bantous. Hein. C'est normal de faire le deuil. Donc, rappeler leur mémoire, c'est rappeler aux institutions que les funérailles sont toujours attendues pour enfin sceller la réconciliation. C'est pour ça que ce serait normal chaque année qu'on rappelle leur mémoire à la postérité et que la postérité sache qu'on a des repères. Louise Mekaf aussi, cette semaine, elle est dédiée à qui? Quand on parle de martyrs, vous pensez à qui? Les connus, les anonymes? Parce qu'évidemment, il y a ceux qui sont morts dont les noms ne sont jamais revenus hein, dans les écrits et tout le reste. Vous pensez à qui? Vous rendez hommage à qui? Je rends hommage particulièrement à tous les nationalistes, patriotes, qui ont donné de leur vie pour l'indépendance non acquise du Cameroun, K-A-M-E-R-U-N. Parce qu'il y a une différence entre l'indépendance acquise et l'indépendance octroyée. On nous a octroyé l'indépendance, entre guillemets, en 60, oui. Mais pour les intérêts de nos bourreaux, pas pour nos intérêts. Vous pensez donc à ces nationalistes-là, ces martyrs? Les vrais. Les vrais, c'est qui? Les vrais, les gens comme les Oumnobé, Ernest Wandje, tout ce monde-là qui se sont battus pour la patrie et non pour autre chose, pas pour les intérêts. Ceux qui n'ont jamais été cités, n'étaient-ils pas des vrais nationalistes également? Même ceux qui n'ont pas... Il faut dire que je crois qu'à leur époque, tout le monde était plus... Il y avait plus de nationalistes que les autres. Tout le monde voulait chasser les colons de notre pays. Tout le monde voulait que ce soit... Eux voulaient que leur esprit, c'était le Cameroun uni, le parti anglophone et francophone, un seul Cameroun, pas deux, et pas l'ingérence des autres. Donc, à ceux-là, les braves qui ont refusé de se soumettre pour accepter une indépendance fictive, je leur rends hommage. Il y a beaucoup de inconnus qu'on n'a jamais cité de noms, et quelques connus. Mais comment est-ce qu'on peut parler certains, on ne sait pas
s'ils sont morts ou encore vivants, puisqu'on n'a jamais eu de corps. Mon cas, je n'ai jamais eu le corps de mon père. Jacob Fossi. Jacob Fossi, je n'ai jamais eu le corps. Oh, c'est difficile de faire le deuil de quelqu'un qu'on n'a pas connu, même si c'est son géniteur. C'est pas facile de vivre à la recherche d'un géniteur qu'on ne connaît pas, juste parce qu'il a osé s'opposer à la domination étrangère pour en arriver là. Ruben Omniobe, demain c'est 67 ans qu'il est mort, qu'on a tué. Et pourquoi? C'était pas une guerre, non, c'était un génocide. Parce que quand on dit guerre, c'est qu'on part d'arme à arme. Il n'était pas armé. Il avait de quoi être armé, non. Mais la France a reconnu qu'il y a une guerre. La France n'a jamais parlé de génocide. Non, pour que la France reconnaisse, il faut qu'elle commence à reconnaître déjà dans son pays. La population française ne sait pas ce que les politiciens français ont fait ailleurs. Non. Donc il faudrait qu'ils soient sincères de reconnaître déjà chez eux pour parler de chez nous. Et quand on parle de cette reconnaissance, qui a écrit? C'est les Allemands qui ont écrit l'histoire de la France? Non, ce n'est pas la France qui a écrit notre histoire non plus. Bernard Chaye, quelle est la symbolique d'une semaine comme celle-ci, une semaine dédiée à ces martyrs-là, à ces héros nationaux? D'ailleurs, l'apothéose, c'est demain, avec la commémoration de la disparition de Ruben Omniobe à Ezeka. Je n'ai pas de mots pour expliquer ce que vous venez de citer. Vous savez, quand on dit commémoration des martyrs, c'est pas... j'ai déjà la chair de poule. L'Union des populations du Cameroun ne pouvait pas ne pas reconnaître en ces personnes, en ces vaillants citoyens camerounais, la force, la capacité, l'abnégation, le patriotisme qu'ils ont eu pour donner leur vie pour un pays, pour une raison, pour une cause pour laquelle la majorité n'a jamais eu droit. Mais pour cela, on ne peut pas, une semaine en principe, ce serait trop minimaliser le travail qu'ils ont fait parce que le sang n'a pas de prix et ils ont donné de leur sang. L'UPC, qui est leur famille politique, a choisi juste une semaine parce que l'UPC, c'est l'union des populations du Cameroun. Ça veut dire que le mouvement nationaliste était du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas une partie du Cameroun où les nationalistes n'y étaient pas, où le combat n'y était pas. Mais le calibrage, une semaine, c'est juste pour que les autres comprennent qu'à jamais, ils resteront éternellement dans nos cœurs. Je ne vais pas sortir sans signaler qu'il faut savoir ceci. C'est que l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, ne s'est jamais senti concernée de près ou de loin par le vrai faux rapport que nous a fabriqué la République française. Voyez-vous, vous savez, quand il faut faire un devoir de mémoire comme celui-là, c'est l'effort qui donne leur loi, leur raison. Et leur raison a été la leur. Mais le rapport a été élaboré par une commission constituée à la fois de Français et de Camerounais. Que viennent faire les Français dans le combat de couple qui n'engage que les Camerounais? Est-ce que les Français n'y sont pas pour quelque chose? Les Français y sont pour quelque chose parce qu'ils savent tous les dégâts qu'ils ont perpétrés en pays camerounais. C'est pour ça qu'ils se voient la face en nous présentant ce vrai faux rapport. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé de façon libérale aux vivants, parce qu'il y en a encore, à ceux qui sont restés avec les enfants, les historiens camerounais, les historiens UPCistes, de faire un travail de fond et de le leur présenter? Pourquoi est-ce qu'ils passent pas, ils ont fait la fuite en avant en nous présentant un rapport dans lequel l'UPC ne se reconnaîtrait pas? Non, c'est trop facile. Ce qu'ils ont fait n'engage que eux. L'histoire du Cameroun reste et demeure inconnue pour la majorité des Camerounais. La preuve, si les politiques qui nous encadrent aujourd'hui avaient une petite honnêteté, ils devraient inscrire l'histoire de notre cher et beau pays dans nos livres d'histoire, enseignés à l'école. Mais pourquoi personne ne connaît? Mais on est capable de vous enseigner, un enfant de cours moyen 2, de vous raconter tout ce qui est passé pendant la Première Guerre mondiale, la Révolution française. On n'en a rien à foutre. Apprenez-nous notre histoire. Le Cameroun reste pour les Camerounais. Justement, en parlant de l'histoire qui est racontée aux Camerounais, demain, c'est la journée dédiée à Ruben Omniobe, votre grand-père Thierry Batoum. Avez-vous l'impression que son histoire, la vraie, est suffisamment racontée aux Camerounais? Claude, il faudrait déjà revenir sur l'idée de création de la semaine des héros et martyrs nationalistes. Parce qu'il faut le dire, c'est une semaine imposée.
Elle n'est pas officielle. Alors, déjà, créé jeune étudiant, nous avions l'habitude de nous retrouver à la tombe de Ruben Oumyobé, le 13 septembre. Et à chaque fois que nous y allions, nous écrivions seulement l'épouse de Ruben Oumyobé sur la tombe, dans la broussaille. Nous sommes là en 2007, nous avons commencé à y aller. Et à partir de 2009, nous avons fait la promesse de toujours y retourner et à mobiliser des fonds pour que l'espace soit aménagé pour amener le plus grand nombre de personnes. Et le citoyen pleinement du Cameroun, qui a été officiellement créé en 2013, a pris sur lui de respecter cet engagement. Et nous nous sommes dit, un seul jour, ce n'est pas suffisant, il faut penser à tous ceux qui ont combattu auprès de Ruben Oumyobé. Donc nous avons pensé à une semaine. Une semaine, cela nous permettrait de communiquer sur le combat qu'ont mené ces héros et martyrs dans l'ensemble du territoire national. Et maintenant d'adopter un thème qui sera appliqué à chaque jour d'anniversaire des principaux héros qui sont connus, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans l'oubli et qu'on ne connaît pas. Et le thème de cette édition? Le thème de cette édition, c'est gloire et honneur aux nationalistes camerounais. 67e anniversaire de Ruben Oumyobé. Alors ce thème sera appliqué le 15 janvier concernant Ernest Ouandi, ainsi que tous les autres. Donc à chaque fois, nous allons maintenir gloire et honneur parce que là, il y a une sorte de reconnaissance qui commence par la France et on attend la reconnaissance de l'État du Cameroun. Et pour nous, c'est une petite victoire. Et il est donc question pour nous de glorifier ces héros et martyrs nationalistes-là. Donc ce thème sera utilisé au courant de l'année à venir pour tous les martyrs qui ont perdu de leur vie. Du moins ceux qui sont connus. Du moins ceux qui sont connus. Nous on appelle à ces autres qui sont oubliés et dont les familles existent encore de se manifester. Maintenant, revenons à votre question sur Ruben Oumyobé. Il faut dire que le combat de Ruben Oumyobé reste d'actualité. C'est-à-dire que Oumyobé combattait avec ses compères sur l'union, sur la souveraineté, sur l'unité, vous voyez, et sur le bien-être. Voilà les 4 principaux axes sur lesquels les pères fondateurs de l'Union de la population du Cameroun ont fondé leur combat. Et ce combat est toujours d'actualité aujourd'hui. Raison pour laquelle la semaine des héros et martyrs nationalistes n'est pas une simple commémoration. C'est un espace de réflexion. C'est une école de réflexion citoyenne. Mais aussi, c'est un combat continu que nous menons pour sortir ces héros et martyrs de l'oubli officiel instauré d'abord par le colon, ensuite par le néocolon qui est arrivé après le colon. Vous comprenez? Donc c'est un combat perpétuel. Et nous vous remercions ainsi que nous remercions tous ceux qui nous accompagnent dans ce sens-là. Et comme l'a dit monsieur, une seule semaine est insuffisante. Donc c'est un combat que nous menons au quotidien pour que dans la mémoire qui a voulu être effacée par le colon et le néocolon puisse être réveillée aujourd'hui au sein de notre société, cette mémoire vivante de ceux-là qui ont donné non seulement leur liberté, mais leur vie, pour que nous puissions être ici aujourd'hui et que nous puissions librement nous exprimer. Mais cette restitution que vous demandez, restitution de la mémoire, elle passe naturellement par la réécriture de l'histoire même du Cameroun, Clément Boindeux. L'histoire est racontée aux enfants à travers les livres, dans les livres. Il y a des cours d'histoire dans les lycées, à l'école primaire, dans les lycées, à l'université, dans les collèges, ainsi de suite. Est-ce que cette histoire, pour le cas du combat de Ruben Oumyobé, est bien racontée, suffisamment racontée à ces jeunes-là pour qu'ils prennent véritablement conscience du sacrifice qu'il a fait pour le Cameroun? Je reviendrai d'abord sur les propos de Bernard, par rapport à la commission, puisque ça revient sur le livre. Oui, ça rejoint ma question. Oui. Et donc,
Je ne partage pas entièrement ces propos. Quand il y a une avancée, il faut saluer. Et j'ai l'impression, pas simplement l'impression, la France a fait un pas par rapport au Cameroun. Et quand on parle de science, ça n'a pas de couleur. Un historien peut s'intéresser à tout. Le rapport existe. Il y a des choses qu'on peut tirer de ce rapport en bien. La preuve, le président Macron lui-même, dans sa lettre au président Biya, a cité Oumniobé comme ayant été assassiné par la France. Hier, on ne le disait pas. Aujourd'hui, avec toute la pression que la France subit, elle est obligée de faire marche arrière pour reconnaître certains faits. Quand il y a cette avancée, il faut saluer et pousser pour qu'elle avance davantage. Mais Bernard Chaï disait, de l'UPC d'ailleurs, disait que l'UPC n'a pas été approché par la commission chargée de la rédaction de ce rapport. C'est pourquoi il remet un peu en doute son contenu. Oui, si on est statique, on assume les conséquences. Il faut être dynamique. Qui est statique? L'UPC ou bien... Les Camerounais. Les Camerounais, ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas écrire, ils sont dans les gargotes. Et dès que la commission a été créée, j'ai pris le devant pour écrire au président Macron que les autres fassent de même. Dans sa lettre au président Paul Biya, il s'est dit favorable à la poursuite des recherches. L'occasion est ainsi donnée à ceux qui ont à dire de le dire. S'ils ne peuvent pas le dire, nous sommes là qui viennent vers nous, on va les aider à dire. Donc, il y a eu un pas, il y a une avancée. On a parlé de guerre alors que c'est génocide. À nous de trouver les moyens pour dire que non, là, vous avez mal parlé, c'est le génocide. Mais à quoi est-ce que cela servirait? Est-ce que la France pourra revenir sur ses propos et dire « Excusez, nous nous sommes trompés, on a parlé de guerre, pourtant c'était un génocide ». En science, quand on peut convaincre, on convainc, c'est les arguments, argument contre argument. Parlant de Ruben Oumniobé, si son histoire est connue davantage aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a travaillé pour ça. Achille Bembe a beaucoup travaillé pour Ruben. Hier, quand on parlait Ruben, les gens fuyaient. Aujourd'hui, plus on inculque ça dans la mémoire, chacun veut ressembler à Ruben, à nous autres, de nous approprier de cette histoire. L'histoire de Jean Bouindé est connue parce que je travaille là-dessus avec des gens. Donc, l'histoire de Fossi Jacob est connue parce que sa fille écrit. Elle écrit. Mettons-nous à l'école et puis on aura la vraie histoire. On se souvient de Ruben Oumniobé, décédé le 13 septembre 1958. S'il faut parler de lui, se souvenir de la personne qu'il était, Louise Fossi, qui était Ruben Oumniobé? Au-delà du nationaliste qu'on présente, du héros national reconnu en 1991 par le Cameroun, qui il était? À ce que je sache, c'était un patriote, un nationaliste vrai, déterminé. Il n'était pas seul, il était avec les autres. Mais il faut reconnaître que la force qu'il avait de refuser le dictat des colons a fait que les choses bougent, changent. Et jusque-là, ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout. À leur époque, il n'y avait pas les moyens de communication comme aujourd'hui. Ouais. Là, je me demande comment ils faisaient pour se voir. Parce que quand je vois une photo où il y a Ruben Oumniobé, Abel Kenge, mon père, et Détoumaza, je me dis, mais il n'y avait pas tellement de routes. Comment est-ce qu'ils faisaient? Et quand je sais qu'ils avaient régulièrement des réunions à Bamenda ou autres, et que mon père cachait ses documents chez ma grand-mère maternelle, on ne pouvait pas perquisitionner et trouver les documents de Ruben Oumniobé avec eux, chez nous.
C'est pour ça, je crois que c'était en 2007 ou 2009, mon grand frère, le docteur Sigoko Abraham Fossi, il a sorti un livre, Discours politique. C'est les compilations des écrits, des échanges entre les Rouben Oumniobé et eux. Or, ils n'avaient pas les moyens de communication comme aujourd'hui, mais ils ont marqué de leur temps. Cet esprit de vouloir l'indépendance du pays les a tous animés. Et je crois que cet esprit aujourd'hui est sur nous, parce que je ne peux pas expliquer comment Jean Bouindé, c'est lui qui paye le voyage de Rouben Oumniobé en 1952 à l'ONU. Et on se rend compte, les filles de Rouben Oumniobé, comme par hasard, il a fallu qu'on se rencontre, qu'on se voit et qu'on se fréquente. J'ai su l'histoire de mon père très tard, parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour arriver à là. Ce n'est qu'en 2023, je crois, que je sais, quand la femme de Rouben Oumniobé est morte, je me suis dit non. Il était très lié à mon père. Plus après la mort de mon père, Rouben Oumniobé voulait prendre mon grand frère pour pupille de l'UPC. Mais on a dit qu'il était trop jeune pour qu'on le prenne pour pupille de l'UPC. Il meurt en 58, puisque mon père est mort en 58. Il meurt en 58. Quand j'ai su que sa femme était morte, j'ai dit non, que je les connaisse ou pas, je vais aller à la place de mon père, virtuellement. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Boum-Nebel pour l'enterrement, alors que je ne le connaissais pas. Et c'est comme ça, quand il a eu l'événement de Ernest Ouangé à Bafoussam, les filles de Oumniobé sont venues. On s'est vus, on était ensemble, on est partis ensemble pour voir, pour l'anniversaire de Ernest Ouangé. Et je dois dire qu'on nous a sortis de l'école le 15 janvier 1911 pour assister à son assassinat. Comme pour dire, si jamais un de vous ose lever la tête pour dire qu'on veut l'indépendance du Cameroun, il finira comme lui. Mais non, cet esprit est encore en nous et on ne lâchera pas. Jusqu'à notre dernier souffle aussi, tant qu'on vit, on va parler de cette histoire. Parce qu'il faudrait que la jeunesse connaisse son histoire. C'est la connaissance de notre vraie histoire qui permettra à ces jeunes, ceux qui sont plus jeunes que nous, de lutter vaillamment et avec conviction et foi pour la libération effective du Cameroun. Parce que nous ne sommes pas encore libres. Vous dites, Louise Mekaf aussi, que nous ne sommes pas encore libres. Mais intéressons-nous un peu à cette idée qui anime les Camerounais. Louise a essayé de décrire la personne qui était Rouben Oumniobé, du moins de ce qu'elle a lu, des conversations qu'elle a eues avec la famille directe de Rouben Oumniobé, notamment ses filles, Françoise d'ailleurs, avec qui on a déjà eu à travailler pour le Grand Plateau sur Balafon TV. Bernard Chaye, est-ce que vous avez l'impression que cet esprit nationaliste, ce sentiment de combattant, cette volonté de vouloir restituer quelque chose, sauver quelque chose, rétablir la vérité, anime les Camerounais dans leur grande majorité, au-delà des descendants directs de ces nationalistes-là? Oui, les Camerounais sont animés par... La mémoire collective des Camerounais est animée par l'esprit de vouloir faire connaître la vérité. Ça ne peut pas se cacher. Mais cependant, il faut savoir que, vous savez, quand un peuple n'est pas au courant de son histoire, ce peuple se meurt petit à petit. Et c'est cette image que les colons français ont toujours au niveau de l'éducation, au niveau de toutes les plateformes, se sont toujours arrangés à ne pas parler du tout de ce nationalisme, de ces nationalistes, pour que les Camerounais commencent à oublier leurs héros nationaux. C'est pour ça que si vous allez dans une école aujourd'hui, les enfants de 15-20 ans n'ont pas pour la plupart entendu parler de Rouben Oumniobé. Mais cet esprit nationaliste reste et demeure. C'est pour ça que l'Union des populations du Cameroun a comme première devise, a comme devise immortelle, l'âme immortelle du peuple camerounais. Voyez-vous, je vais une discrétion. Tous les partis politiques qui existent en République du Cameroun ont les fortunes diverses, mais quelles que soient les tortures que l'UPC aura, elle restera et demeurera l'âme
immortelle du peuple camerounais. Donc, tant qu'elle sera l'âme immortelle du peuple camerounais, elle aura bien évidemment, tôt ou tard, à être révélée dans la mémoire collective de l'entier des Camerounais, et la vérité va être sûre. Je ne peux pas sortir de là sans faire un briefing de qui était Ruben Oumniobé. Oumniobé est né en 1913 dans sa forêt nationale dans la grande Sanaga maritime de l'époque. Il est un féru de droit, il travaillait au tribunal de Ndokoti. Il intègre l'UPC après que les 2 premiers bureaux aient été dissolus très rapidement par le colon français. Il prend donc pour la 3e fois l'UPC, et c'est lui qui résiste. Parce que quand on cherche à l'affecter de Douala, où il travaillait au tribunal de Ndokoti, il démissionne de ses fonctions de greffier. Il maintient sa petite fonction d'arbitre et se consacre uniquement au combat. C'est pour ça que ce sacrifice, d'abord, il faut le saluer. Et le reste, vous connaissez la suite. Donc, il aurait pu, comme tous les autres, après toutes les négociations qu'il y a eu sous Macky, accepter les compromis avec les Blancs, mais il a dit non. Non. L'UPC a été interdit le 13 juillet 1955. Tant que l'UPC ne revient pas par un décret, par une décision, je ne reviendrai pas m'asseoir sur une table avec vous. Ça fait partie de ses nombreuses revendications. Donc, il a été le plus téméraire de ses camarades. Il a été le plus présent et le plus combatif et combattu de ses camarades. C'est pour ça que, heureusement, son nom est cité. Et ce n'est que l'avantage de cette mémoire qui restera immortelle dans l'imagerie camerounaise et de celle du monde entier. Et d'ailleurs, le monde entier et l'Afrique en général, dans certains pays d'Afrique, on célèbre Ruben Oumniobé. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Il y a des questions à se poser. Est-ce qu'on le célèbre pas suffisamment au Cameroun? Je n'ai pas dit qu'on ne le célébrerait pas, mais sauf que c'est un peu comme à manger, pour dire n'importe quoi, on mange tous les jours. Alors il ne faudrait pas, comme a dit le président, profiter juste d'une semaine de martyrs pour parler de lui. Si on l'avait mis son histoire dans les livres au Cameroun, sa célébration de la semaine des martyrs devrait être un détail. Mais cependant, les Camerounais devaient s'habituer à la connaissance des héros nationaux. Mais malheureusement, on a un ministère de l'Éducation nationale qui parle de l'histoire de la chute de l'armée française de 1789. On n'en a rien à foutre. Thierry Batoum, selon Bernard Chaye, l'âme des nationalistes est en chaque Camerounais. Comment ça se matérialise? Est-ce que ça se voit, ça se ressent au quotidien? Actuellement, il y a des discours anti-Bamileke, anti-Bassa qui divisent les Camerounais. Est-ce que c'est ça véritablement l'âme nationaliste? Alors, vous devez comprendre que Ruben Oumniobé était un anti-tribaliste. Il était contre le tribalisme. Mais il reconnaissait l'appartenance de chaque Camerounais à une tribu. Et il l'avait bien dit qu'il n'est pas contre. Il n'est pas contre les détribalisateurs, comprenez? Alors, la volonté, et ce que nous voyons aujourd'hui, est une volonté du colon qui se poursuit. Mais le colon est parti. Voyez-vous... Louise n'est pas d'accord. Vous allez réagir après. Voyez-vous, Créché Claude, le combat mené par Oum et ses frères, voyez-vous, était un combat d'union. Je le dis, c'était d'abord l'union. C'est la raison pour laquelle leur première revendication était la réunification. Il fallait au préalable réunir les 2 Camerouns. Voyez-vous, et ils ont parcouru tous les territoires, toutes les communautés à vélo et à pied pour porter ce discours-là. Vous savez, le terme Himle, le fighting spirit qui est utilisé aujourd'hui, vient de là. Parce que incarnait ce hymne, cette foi-là, en ce que nous serons libérés. Voyez-vous? Et chaque Camerounais avait ça en lui. Et le mot hymne était prononcé par toutes les tribus. Ça même connaît que c'est un mot qui viendrait de la communauté Bassa. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est employé. Personne n'a du mal à l'utiliser en disant, bon, comme ça vient des Bassa, moi, Bamileke, je ne l'utilise pas. Nous vivons ensemble. Vous comprenez? Mais à chaque fois qu'il faut parler de l'État du Cameroun, c'est là que le problème du tribalisme commence. On commence à distinguer qui vient d'où, qui parle au nom de qui. Or, à l'époque de Oum, voyez-vous, lorsque l'UPC est créé en avril 58, Oum n'est pas dans la salle. 40, autant pour moi, Oum n'est pas dans la salle. Mais Oum est un
dirigeant syndicaliste qui a formé qui a créé beaucoup de syndicats et qui a formé beaucoup de syndicalistes. Et mais lorsqu'on crée l'UPC en 48, excusez-moi, il n'est pas dans la salle. Le monsieur qui est désigné secrétaire général en 48 va démissionner 4 mois plus tard. C'est là que devient secrétaire général. Vous voyez, de la même année, en 48, que est devenu secrétaire général. Parce qu'il y avait tellement de persécutions. Et les bureaux des différents syndicats, notamment le bureau de Jacob Fossi, pas Jacob Fossi, de Bwende, de David Bwende, qui était le bureau du syndicat, devient un des bureaux de l'UPC. Vous comprenez? C'est ce que l'on doit savoir. Et dans la mémoire, dans les chaînes mentaux des Camerounais, ainsi que tous ses frères, était quelqu'un qui portait le message prophétique. Raison pour laquelle, au moment de sa mort, au moment de son assassinat, il n'était pas armé. Et les colons le disent bien, c'est un monsieur de paix, de non-violence. Mais comme il fallait l'effacer dans la mémoire des Camerounais, voyez-vous, ainsi que tous ses autres frères, c'est pour ça qu'on arriva à leur assassinat. Et ils ne se limitaient pas là. Il fallait couper les têtes et les présenter à la population. Un trophée. Et là où on prétend avoir enterré l'histoire nous fait savoir que a été enterré dans du béton. Et son nom, ainsi que ceux de ses frères, étaient interdits d'être prononcés. Jusqu'à l'heure de 91, où ils ont été réhabilités en tant que citoyens. Oui. Il était interdit de prononcer ce nom. Alors c'est ce qui se poursuit donc aujourd'hui où les gens ont toujours peur de prononcer le nom de nos héros et martyrs nationalistes. Et la loi de 91 ne vient pas ranger les choses. Parce qu'on mélange dans la même loi le bourreau et les victimes. Qui était le bourreau? L'ancien président du Cameroun? Amadou Ahidjo. Il a longuement œuvré. Il a craqué Oumyobé. Sous ordre. Sous ordre de la France. Sous les ordres de la France. Mais c'est la France qui a donné l'ordre de tuer Oumyobé. L'ordre était clair. De tuer Oumyobé, de l'assassiner. Les menus. Parce que dans sa cachette, il n'y avait aucune arme en dehors des papiers. Parce qu'Oum écrivait beaucoup. Vous comprenez? On revient même jusqu'en 71, lorsqu'on décide de fusiller Ernest Wandje, il s'est rendu lui-même. Mais pourquoi le fusiller? Lorsqu'en 66, on décide d'assassiner Osenda Fana, qui n'a pas bénéficié de la réhabilitation de 91. Mais Osenda Fana était-il armé? Moumié, qui a été empoisonné, était-il armé? Jacob Fossi, dont on ne trouve pas le corps, était-il armé? Mais pourquoi est-ce que leurs noms ont été officiellement déclarés dans l'oubli et que jusqu'à aujourd'hui, l'on ne veuille pas? Mais ils ont été plus ou moins réhabilités en 91. Alors qu'est-ce que la réhabilitation? Ces personnes ont été condamnées. Ils avaient perdu leur droit de citoyen. Et en 91, on les a réhabilités comme citoyens. Le Blanc l'avait désigné comme un hors-la-loi. Moi, son assassinat, il est un hors-la-loi. Donc, un homme à abattre. Voyez-vous, Madame Claude, oui. C'est un homme à abattre. Alors, il sera donc réhabilité en 91 en tant que citoyen. Et le travail que nous menons au sein du système pour la mémoire du Cameroun et aujourd'hui aux côtés des héritiers, c'est la véritable réhabilitation comme héros et martyrs nationalistes. Voyez-vous? Et qu'il soit officialisé une journée tout au moins de reconnaissance et de souvenir pour le combat qu'ils ont eu à mener. De tous ces héros-là. On va revenir sur la réhabilitation, sur ce que vous voulez et ce que vous entendez par réhabilitation. Mais tout à l'heure, lorsque je disais que le colon est parti, Louise Fossi n'était pas d'accord.
n'est-il pas parti? Parti. Il est où? Il est toujours là. Comment ça? Ce n'est plus les Blancs, c'est les Noirs, nos frères. Est-ce qu'il nous martyrise? De quelle manière? Les Moulinex. C'est l'administration, le colon, aujourd'hui? Ils sont là sous l'ordre de nos bourreaux. Ils font pour leur faire plaisir. Ce n'est pas pour nos intérêts qu'ils font ce qu'ils font. C'est pour leur intérêt et les intérêts des colons. Je peux dire ça comme ça. Selon Thierry Batoum, le discours tribaliste viendrait de l'administration. Est-ce que ça ne vient pas du passé de nos grands-parents, de ces héros, de ces nationalistes-là? On a eu, en début d'année, un homme politique qui a traité Ernest Ouandjé de bandit, en soulevant le débat de la sincérité ou non de certains nationalistes qui combattaient aux côtés de Oumniobé, Ernest Ouandjé ou Senda Afana, ainsi de suite. C'était Ernest Ouandjé de bandit, il est un culte historique. Sinon, il ne dirait pas ça. S'il connaissait lui-même son histoire, il ne dirait pas Ernest Ouandjé de bandit. Bah, c'était quelqu'un qui voulait absolument l'indépendance du Cameroun, qui se battait pour les vraies causes, comme les autres, comme les Roubaix et les autres, c'était pour la vraie cause nationaliste. Donc, quand on ne sait pas des choses, on dit n'importe quoi, peut-être pour plaire à ceux qui les payent pour dire ça. Mais n'y avait-il pas parmi ces nationalistes, peut-être ceux qu'on ne cite pas, certains qui étaient là pour d'autres raisons, pas les mêmes que ceux dont les noms reviennent à chaque fois? Je crois que nous n'allons pas perdre de vue qu'il y avait des collabos. Parce qu'on a beau dire, nos bourreaux avaient plusieurs façons d'acheter les gens, acheter, payer en dessous pour qu'on trahisse les autres. Parce que quand on voit, tout à l'heure on a parlé, où on disait les religieux ont été aussi pour beaucoup pour les assassinats de certains de nos parents. On va se confesser, entre guillemets, à Dieu, et Dieu va trahir qui est venu confesser. Et comme par hasard, 2 jours après, on tue la personne. Qui tuait ces personnes si ce n'était pas le complice? Donc, qu'on comprenne que c'était ou trahir ou mourir. De même, pour ceux à qui on a donné l'indépendance, ou ils font ce que leurs maîtres leur disent, ou ils meurent, c'est au prix de leur vie, ou faire autrement. Sauf qu'ils n'avaient pas assez de malins pour pouvoir comprendre que malgré cela, on devait avoir la fibre patriotique, la fibre nationaliste, parce qu'on ne peut pas venir chez vous et vous demander de vider tout le chez vous pour donner aux autres et vous n'avez rien, vous acceptez. Mais seulement aujourd'hui, je pense qu'il y a un réveil de la conscience africaine. Quel que soit ce qu'on fait, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par s'élever. Donc, qu'ils le veuillent ou non, qu'on traite les nationalistes de bandits ou autres, n'importe comment, ça changera, qu'on le veuille ou non. Donc, nous aurons la vraie indépendance, même si ce n'est pas pour nous, c'est ça, pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais en attendant, il est temps que nous disions ce que nous savons de l'histoire pour que ça se perpétue. Les jeunes d'aujourd'hui, vous plus jeunes que nous, avez la chance de pouvoir poser des questions. Nous, on n'avait pas le droit de poser des questions. Ma mère est morte en 2009, je n'avais jamais parlé de mon père avec ma mère. C'était un sujet tabou. Il ne fallait pas. Elle refusait de l'aborder ou bien elle était traumatisée? Traumatisée. Elle ne voulait pas qu'on en parle. Plus elle allait au champ se cacher pour pleurer. Tellement il ne fallait pas qu'on sache qu'elle pleurait. Nous, on était que... Mon père, il est mort, j'en avais que 3 ans. Donc, qu'on comprenne que c'est des souffrances internes que chacun de nous a. Et ce n'est pas facile de guérir les souffrances internes. Encore externes, on peut aider d'une manière ou d'une autre. À nous, ce que nous avons vécu intérieurement, qu'on le ressorte pour expliquer aux plus jeunes que nous, qui comprennent, qui savent d'où ils viennent, pour se préparer mieux où ils vont. C'est eux qui prendront le relais et c'est eux qui libéreront, qu'on le veuille ou pas, notre pays. Et là, il y aura la paix au Cameroun. Et dites-vous, il n'y a pas de tribalisme à l'époque, que ce soit du côté, à l'époque allemande, qui trouvait que les Bamileke étaient des dieux à cuire,
Les Français n'ont continué que cela, sauf qu'ils ont exacerbé. Mais que nous comprenions qu'ils nous trompent. En France, il y a les Bretons, il y a un peu de... Et quand c'est le problème de la France, c'est tout le monde qui est uni. Pourquoi on doit nous diviser ou nous acceptons d'accepter qu'on nous divise? Pourquoi nous ne pouvons pas nous réveiller pour nous dire non? C'est notre pays. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous divisons? Est-ce que ce sont les autres qui nous divisent? Je ne pense pas que ce soit nous-mêmes qui nous divisons. Sommes-nous des marionnettes? Non. Je ne pense pas que ce soit nous-mêmes qui nous divisions. La méconnaissance de notre histoire nous fait croire à ce qu'on nous dit autour de nous. Si on avait appris dès les bas âges notre histoire, je ne pense pas qu'on serait encore à ce stade-là. Il est grand temps qu'on essaye de changer, parce que ce que nous avons appris, c'est ce que la France a voulu que nous apprenons. Ce n'est pas ce qui est vrai de notre histoire. Il serait grand temps qu'on se réveille. On n'a pas continué à avoir peur toujours. Jusqu'à quand? Il faudrait qu'on dise la vérité sur du moins ce qu'on sait. Clément Boindeux, Louise Fossi a parlé de traumatisme tout à l'heure. Pour revenir sur l'histoire vécue par les parents, par ces nationalistes, par ces héros nationaux, y a-t-il des événements qui se produisent en ce moment dans le pays qui font revenir ces souvenirs et qui peut-être vous amènent à craindre un peu le pire? Si nous acceptons de venir parler ici, c'est justement pour éviter le pire. Parce que l'histoire est un miroir. Ce que je déplore, c'est que nos hommes politiques ne s'approprient pas le combat de ces héros. C'est bien d'aller faire le pèlerinage et consorts, mais je souhaite qu'on aille plus loin en faisant bien l'esprit de ces pères fondateurs. Je reviens également sur... ce que Thierry a dit tout à l'heure. Oui, par rapport à la création de l'UPC. Oum n'a pas participé à la réunion, pas parce qu'il était absent. Il était plus présent qu'absent en esprit. C'est justement parce qu'il était traqué. Sa présence aurait attiré l'attention du colon et empêché la création. Donc, il était là en esprit. Bouli Léonard a pris les rênes. Et le 10 avril, le parti est créé, mais est légalisé en juin 1948. Et dirigeant syndicaliste, et qui avait avec Assalé conseillé, par exemple Jean Boindé à Bafan, de créer un syndicat. Le premier d'ailleurs en pays bamileke, le SPP, le syndicat des petits planteurs. Va s'accrocher sur Jean Boindé pour distiller l'UPC à l'ouest. Puisque Jean Boindé a arrêté en 1947, le 1er septembre 1947, pour ses activités syndicales, parce qu'on lui reprochait de vulgariser la caféiculture. Et donc, c'est secrétaire général de l'USCC, qui fait le déplacement de Bafan pour venir s'enquérir de cette arrestation. Et dès qu'il rentre, il fait un rapport qu'il envoie à la Fédération syndicale mondiale et à la CGT à Paris, parlant de l'arrestation de Jean Boindé. Un mois après, le journal Le Monde publie cette arrestation et Yaoundé s'en étonne pour chercher à savoir comment l'information est arrivée à Paris. Et donc, on voit le chef de région à Bafan pour voir Jean Boindé par rapport à ça et lui demander de laisser le syndicalisme contre rançon. Jean Boindé a dit qu'il lutte pour une cause juste et que même l'oiseau aurait pu emporter l'information en France. Et donc, quand le chef de région quitte la cellule, il donne des instructions que tout oiseau qui survole la cellule doit être abattu parce que cet homme se transforme en oiseau. Donc,
Et le 15 avril 1948, après 8 mois, il est libéré. Et l'invite à Douala et lui donne les statuts de l'UPC et lui dit confie le syndicat à quelqu'un d'autre. On est en juin 1948. N'était pas encore secrétaire. Donc, Jean Bouindé rentre, il n'y a personne pour prendre la direction du syndicat. Comme il y avait déjà les structures, il a juste transformé les structures syndicales en structures du parti. Et c'est ainsi qu'est né le premier comité central de l'UPC au Cameroun, ce qu'on appelle aujourd'hui section. C'était à Bafang et le siège était chez Jean Bouindé. Mais l'UPC d'hier n'est plus... L'UPC d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. À quel moment il y a eu la fracture? Est-ce que la fracture vient de déjà cette époque-là? La fracture, c'est en 1955, avec l'interdiction de l'UPC. Avant 1955, on ne pouvait pas parler de l'aile dure, de l'aile modérée et consort. C'est à partir de l'interdiction de l'UPC, le 13 juillet 1955. Et beaucoup plus l'interdiction à l'UPC de présenter les candidats aux élections de 1956. Tout part de là. La scission de l'UPC part de là, où l'aile dure, l'aile modérée s'affiche. On crée le CNO, le Comité national d'organisation, pour boycotter ces élections. On est en 1956. En 1957, le sinistre national de la défense du Cameroun est créé. C'est l'alter ego du CNO en pays bamileke, dirigé par Singa Martin en 1957. Et l'administration rentre dans le jeu et utilise les gens qui étaient proches de l'UPC pour créer les nationalistes institutionnels. Comment ça, des nationalistes institutionnels? Des gens qui vont venir créer des problèmes et mettre sur le dos de l'UPC. Mais est-ce que le nationaliste crée les problèmes? Pourquoi les qualifier dans des nationalistes institutionnels? Créés par les institutions pour détruire le nationalisme. Donc, l'ancien président de l'UPC, qui avait été retourné, Djoumessi Mathias, Giné Michel, que Jean Bouindé avait soutenu lors des élections de 1952, parce qu'on n'avait pas admis les candidats de l'UPC à Bafang, qui était le bastion du parti. Il avait soutenu pour qu'il soit élu, et dont les populations savaient qu'il avait une face UPCiste. Le prince Kémajou, qui étaient tous élus députés, forme le parti des paysans camerounais. Et on leur donne pour mission d'aller prendre l'aura de l'UPC en pays bamileke. Ils arrivent sur le terrain, ils se font appeler Union des paysans du Cameroun. UPC, ça faisait confusion. Et donc, le terrorisme commence par là. Évidemment. Ils posent des actes qu'on met sur le dos de l'UPC. Et je voudrais parler d'un massacre. Le représentant de l'UPC va réagir à votre suite. Vous allez sortir par là. C'est des gens qui ont perpétré un gros massacre à Banka, derrière la mission catholique. Ils ont invité les nationalistes sous le label de l'UPC, qui faisait diversion, à se réunir une nuit en centaines pour former l'autodéfense. C'était des gens qui étaient cachés, et sous le label de l'UPC, on les a fait sortir de leur buisson et on leur a dit que chacun sorte avec une lampe allumée sur la tête. Ils l'ont fait et l'armée coloniale les a zigouillés en centaines. On parlait des tickets, mais personne n'a jamais parlé de ça.
C'est l'occasion que cette recherche, que le président Macron voudrait que ça continue, c'est l'occasion qu'on parle de tout ça. Est-ce que la semaine, vous parlez même d'occasion, est-ce que la semaine des martyrs ne serait pas l'occasion aussi pour l'UPC de rendre véritablement hommage à ceux-là en s'unissant? Parce qu'aujourd'hui, on parle de plusieurs factions de l'UPC. Lorsqu'on parle des nationalistes, de Ruben Oumniobé et de tout le reste, on ne peut ne pas parler de l'UPC. Mais aujourd'hui, il y a au moins 5 factions de l'UPC. Au lieu d'union, de l'union, on parle des unions. Vous savez, madame, chaque fois qu'on parle de l'UPC, cela me fait très très mal parce que mon copanéliste vient de dire quelque chose de très fondamental relativement à ces vrais faux UPCistes qu'on avait fabriqués sur le plan institutionnel. Ce n'est pas un combat d'aujourd'hui. La date qu'il vous donne, c'est une date récente. En 1952, quand Oum allait aux Nations Unies, on a payé le transport ici aux gens pour qu'ils aillent là-bas dire que Oum Niobé n'est pas le représentant de l'UPC et que l'UPC ne l'avait jamais envoyé. Bon, vous voyez que le mal était déjà profond parce que dans la mémoire collective des Camerounais, ils s'étaient approprié le combat de l'UPC. Et il fallait montrer à la mémoire collective de ceux-là, du moins de ceux qui étaient à cette époque, qu'effectivement on devait leur faire douter. C'est-à-dire que celui qui va là, ce n'est pas pour vos intérêts, il va pour ses intérêts personnels. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué tout ce que tu vois là. C'est pour ça que du coup, quand il y a eu l'occasion de tuer les nationalistes camerounais, immédiatement, ils ont fait naître les leurs à qui ils ont donné les écharpes et les décrets ministériels faisant d'eux les principaux dirigeants de l'UPC. Que non, l'UPCiste que je suis ou l'UPCiste que les autres sont reconnaissent en l'UPCiste le vrai. Reconnaissent le camarade qui dirige effectivement l'UPC. Toute cette pléthore de secrétaires généraux, eux-mêmes ils savent. Malheureusement, nous sommes dans un pays où la loi existe, mais cette loi est devenue des loisirs. Parce que s'il y avait une loi qui existait dans le sens de son applicabilité, beaucoup de gens avec des procès que nous avons gagnés ne devraient plus jamais parler de l'UPC. Mais malheureusement, vous savez, on dit en français, c'est le plus fort qui mène la danse. On n'a pas le choix. Mais je voulais revenir un tout petit peu sur l'aspect tribaliste. Non, l'UPC ou bien l'UPC n'a jamais été tribaliste. Non. Quand vous voyez l'histoire de l'UPC, l'UPC est né en 1948 à Douala. L'UPC tient son premier congrès à Tchang, chez le chef Ndjoumessi Mathias, le chef du village de Foreke Tchang. L'UPC tient son deuxième congrès en 1952 dans la zone Sanaga maritime, et en son sein, l'UPC a une cosmopolité des représentants de presque toutes les régions. Vous voyez qu'il n'existait pas de tribalisme à cette époque, parce qu'on disait union des populations du Cameroun. Il faut faire la sémantique entre le premier nom qui était Union du peuple camerounais avec l'Union des populations du Cameroun. Parce que l'UPC était représenté du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'ailleurs, le Lamido de Rey Bouba à l'époque était un de nos fervents militants et camarades. Donc vous voyez que c'était partout. Les Martin Paul Samba, à leur époque, combattaient à leur façon les colons sur le label de l'UPC. Mais cette époque est révolue. Je suis d'accord avec vous, elle est révolue. Mais comment est-ce qu'elle ne serait pas révolue quand l'histoire qu'on devait nous être enseignée est plutôt l'histoire des gagnants? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on ne vous enseigne pas votre histoire, on vous enseigne autre chose. Votre enfant oublie rapidement. Et il faut que nous, les derniers vestiges de l'UPC qui restons, maintenons à nos enfants que la Révolution française, vous n'avez rien à foutre. L'histoire du Cameroun, c'est Ruben Oumniobé et ses compatriotes de combat. C'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce que cette histoire sera assimilée par les enfants lorsque ces enfants-là ont affaire à plusieurs unions des populations du Cameroun qui ont chacune un discours différent? Vous voyez bien que tous ceux qui se prétendent président ou directeur, je veux dire... Aujourd'hui, il y a même l'UPC, RDPC. Voilà, merci de le dire. Aujourd'hui, quand vous voyez tous ceux qui se présentent responsables de l'UPC, toute cette personnalité ou cette personne reviennent à une seule chose. La seule identité qu'on ne changera jamais, ce logo et ce merveilleux crabe qui est derrière vous. Donc vous voyez qu'ils sont des institutionnalistes qu'on a fabriqués pour l'UPC, mais dans le fond, ils ne peuvent pas se présenter l'UPC partout. Mais malheureusement, on devrait aller au tribunal pour ça. Et quand on y va et qu'on gagne, 2 semaines après, on vous prend encore, tonton Moninex, vous fait encore une décision disant que c'est X qui est secrétaire général. Et comme la loi, c'est pour les vainqueurs,
Je veux voir mes enfants grandir, madame. Thierry Batoum, est-ce que la réalité, l'actualité de l'UPC, le contexte dans lequel se tient cette commémoration ne dilue pas un peu le sens que vous donnez à cette semaine des martyrs? C'est vrai que c'est l'UPC qui porte la semaine de commémoration, en tout cas la semaine dédiée aux martyrs, mais de quel UPC s'agit-il? Très cher Claude, je ne voudrais pas enlever l'honneur qu'à l'UPC de souvent porter la commémoration de nos héros et martyrs nationalistes. C'est un droit. Mais nous, en tant que société civile, ce CPMC est une association qui, d'ailleurs, est membre de la commission pour la réécriture de l'histoire du Cameroun, créée par le président Macron et Paul Biya. Nous intervenons plus dans la partie culturelle, parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet recherche et le volet culturel. Bon, dommage que le rapport qui avait été... Déjà, le volet culturel n'était pas habilité à produire un rapport, mais nous avons produit un rapport de plus de 100 pages et nous avons approché beaucoup de familles et de victimes. Dommage que ce rapport n'ait pas été vulgarisé comme celui de la partie recherche. Alors, c'est simplement le Cameroun ne pense pas qu'aujourd'hui, et ses frères devraient être seulement confinés dans le seul parti UPC. Parce qu'à l'époque, il ne s'agissait pas d'un parti soit régional, soit différent des autres, mais les se battaient pour toute la nation. Mais ils se sont battus sous les couleurs de l'UPC. Oui, pour toute la nation camerounaise. Pour toute la nation camerounaise, ils ne se sont pas battus sous l'UPC contre un autre parti camerounais. Mais ils se sont battus contre le colon, pour la souveraineté de notre pays. Voyez-vous, donc il faut faire ce distinguo entre l'UPC originel donc des et peut-être l'UPC d'aujourd'hui. Les UPC d'aujourd'hui. Bon, je parle de l'UPC, je ne connais pas s'il y a plusieurs UPC. Voyez-vous, hein? Donc, alors, Bernard n'est pas d'accord avec moi. En tant que père de la nation, ces héros et martyrs doivent être célébrés par toute la nation camerounaise. Non. Par toute la nation. Et même au-delà du Cameroun, dans l'Afrique, parce que le Cameroun a inspiré d'autres pays. Voyez-vous, la lutte contre les indépendances ont commencé au Cameroun. Vous comprenez? Et ont inspiré d'autres pays. Voyez-vous, donc, réduit au seul parti UPC, ou alors à sa seule famille, c'est une insulte pour leur mémoire et pour le combat qu'ils ont eu à mener. Voyez-vous. Et le travail que nous faisons aujourd'hui consiste à cela. Voyez-vous, à faire comprendre à chaque citoyen que le devenir de notre pays, l'avenir de notre pays repose sur cette reconnaissance de ces héros et martyrs comme pierre angulaire. D'abord pour l'avancée démocratique de notre pays, mais aussi et surtout pour la souveraineté dont nous avons besoin pour atteindre les objectifs de notre nation. Qu'entendez-vous par reconnaissance de ces héros, de ces mémoires? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, qu'est-ce que nous voulons? Ce que nous voulons est simple. Voyez-vous, déjà, cela va au-delà de la réécriture de notre histoire. Mais il faut une réappropriation du combat de nos héros et martyrs nationalistes. Vous comprenez? Déjà, les sorties de l'oubli officiel. Il y a beaucoup qui sont niés. L'histoire du Cameroun est niée par le fait que l'État du Cameroun lui-même n'en parle pas. On fait le procès à la France de produire un rapport qui est taillé à sa mesure. Mais nous devons reconnaître que la France a fait un pas par rapport à l'État du Cameroun, qui lui n'a même pas encore décidé d'ouvrir les archives nationales, qui ne veut même pas en parler. Mais il faudrait déjà que notre État lui-même décide d'en parler. Il faudrait que notre État inscrive
et ses autres frères, parce que lorsque vous voyez la loi de réhabilitation, vous avez vous avez Moumié, vous avez aussi Ernest Wanji. Mais il n'y a pas Belkingé, il n'y a pas Osenda Fana, il n'y a pas Jacob Fossi et les autres. Mais ils doivent être reconnus. Des demandes. C'est pourquoi il parlait de bourreau tout à l'heure. Permettez-moi. Alors, cette reconnaissance-là de la citoyenneté de et de ses frères par l'État du Cameroun entraînerait d'office l'appropriation par tous les Camerounais des comme figure emblématique de notre pays. Mais tant qu'il y aura ce silence de l'État, tant qu'il y aura cet oubli officiel, les citoyens considéreront toujours ces figures comme des parias, comme une histoire racontée, hein, mais qui ne peut pas ancrer dans leurs mœurs, afin que chacun, en ce moment-ci où nous commémorons leur mémoire, puisse se lever comme un seul homme pour dire: il s'agit de moi. Si je suis là, c'est parce que ce monsieur s'est battu pour moi. C'est donc le travail que nous avons à mener qui va au-delà du seul parti UPC ou de la seule cellule familiale de Ruben Oumyobé ainsi que de ses autres frères. Donc nous devons aujourd'hui, vous savez, la mobilisation qui a été faite pour reconstruire la tombe d'Ernest Wanji. Mais nous pensons que c'est l'État du Cameroun qui doit porter ça en lui-même. Nous sommes en période électorale. Mais nous attendons à ce que tous les candidats qui proposent des projets de société nous disent qu'est-ce qu'ils prévoient dans le parti mémoriel pour restaurer la mémoire de ces héros et martyrs nationalistes. Nous remercions déjà... D'abord pour ramener les restes de ceux qui sont à l'étranger. Nous remercions déjà le président Kanto, qui tout récemment nous a permis de l'accompagner à Ezeka pour visiter la tombe d'Oumyobé et qui a rendu public toute une déclaration. Le président aussi nous a promis d'être parmi nous demain à Ezeka. Nous invitons tous les autres candidats à nous rejoindre dans ce combat mémoriel, voyez-vous, afin que les citoyens, eux aussi, puissent sortir de leur état de peur. Pour défendre officiellement la mémoire de ceux-là qui sont battus pour notre pays. Clément Boindeux parlait tout à l'heure de ce défilé que les uns et les autres font sur les tombes de nationalistes, d'anciens chefs d'État et tout. Est-ce que ça a un réel impact? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça participe justement à faire sortir ceux-là de l'oubli? Ou alors ce sont de simples initiatives calculées, surtout à l'approche de l'élection présidentielle, Clément? Je crois que c'est un pas et chaque pas doit être salué. Tout ce que je peux demander, c'est qu'au-delà de ça, qu'on s'approprie de cet esprit. Maintenant... Louise Fossi? Oui, elle a parlé, vous avez parlé des bourreaux. Je profite pour chuter là-dessus et parler d'endocolonialisme. Et prendre un cas, celui de Jean Bondé, qui, à la faveur de la loi d'amnistie, quitte le maquis en mai 1960. Et en 1961 se présente aux élections législatives et est élu maire de la commune de plein exercice de Bafon. Il se met donc à mettre en œuvre le troisième objectif de l'UPC, l'élévation du standard de vie de ses concitoyens. Et en face, il a un administrateur noir, le préfet, qui met les bâtons dans les roues parce qu'il souhaite composer avec lui dans la distraction des fonds de la mairie. Ça ne marche pas. Le président Aïdjo est informé des difficultés qu'il mène au maire et l'affecte à Douala comme secrétaire général d'administration fédérale. C'est une promotion, rétrogradation
il prend ça mal. Et de Douala, il fera que Jean Bondé soit la première victime de l'affaire Wangé. Puisque de Douala, il monte un faux dossier contre Jean Bondé parce qu'il avait sollicité un prêt à la Banque camerounaise de développement à Tchang d'1,2 million qui a prospéré. Et donc, il monte un faux dossier pour dire que Jean Bondé finance le terrorisme et qu'il a donné 1,2 million à Ernest Wangé le 16 juillet 1965. Mais il est arrêté et est passé par la balançoire à la BM de Konsamba, de là à Yaoundé, où il traîne pendant 6 mois dans le BM avant d'être envoyé à Mantoum, où il passe 4 ans et demi sans jugement. Donc avant même l'affaire Wangé, Jean Bondé est déjà victime. Il passe 5 ans dans le BM et les prisons. Il ressort en juillet 1971 dans le cadre de l'affaire Wangé toujours. Pour les mêmes traces, on l'arrête. Et j'en garde les traces. Quand vous m'invitez, vous mettez Clément Bondé. Nous sommes nombreux. Tous mes frères, c'est Bondé. Oui. Moi, j'ai un autre nom. Mon nom propre, c'est Westilenda. En bafan, ça signifie ne regarde pas derrière, avance. Parce que Jean Bondé avait décidé de ne pas être rancunier, d'effacer toutes les injustices subies. Et je profite pour raconter une anecdote. Et ce sont d'ailleurs ces injustices-là que vous racontez à chaque fois dans vos parutions. Absolument. C'est normal que les gens sachent et ça prône aussi le pardon. Et donc, une anecdote. Une très courte. Très courte anecdote. À Yaoundé, dans le cadre de l'affaire Wangé, où il passe 3 mois à Yaoundé, parce qu'avant ça, il a passé 3 mois à Bamougoum. À Yaoundé, où il a souffert en capital de souffrance, il a souffert plus qu'à Mantoum. On l'a passé au choc électrique par le nez, la bouche, jusqu'à vouloir atteindre ses organes. Il a dit au commissaire, s'il vous plaît, monsieur le commissaire, allez partout, sauf sur cette partie, parce que ça va encore donner des enfants au Cameroun. Le commissaire a compris et n'a pas touché ses organes. Et donc, quand il est libéré, le 31 décembre 1970, il arrive à Bafan. Je suis le premier des œuvres de ses organes. Qui ont été préservés. Qui ont été préservés. Et en 1972, le commissaire est envoyé à Bafan pour voir si ça lui convient. Et pendant sa balade, Jean Bondé le voit, le prend et l'amène chez lui et fait faire à manger et à boire en remuant la mémoire. Et donc, il demande qu'on fasse venir les enfants. Nous étions 3, j'étais le premier. On vient, il dit au commissaire, tu te rappelles ce qui s'est passé à Yaoundé? Voilà les œuvres. Quand le commissaire est parti, il a oublié qu'il était même venu à Bafan. Il n'est plus jamais repassé. Donc, je garde cette trace. Et je crois qu'à partir de moi, les souffrances ont diminué jusqu'en 91 où on l'arrête avec les autres au col Batier où on les tabasse. Il a plus de 100, presque 104 ans. Idem pour Tenawa Emmanuel, arrêté en 71 tout dans le cadre de l'affaire Wangé, condamné pour 5 ans, arrêté tabassé en 91 et qui meurt suite de ses sévices. Un homme bien bâti qui aurait fait ça en 100 ans et dont la vie a été brisée comme ça. Je parlerai de Yumbi Michel. Il y a tellement d'exemples, Clément. L'enjeu aujourd'hui est de faire sortir cela de l'oubli. Qu'est-ce que vous attendez, Louise Mekaf aussi, en tant que fille de nationaliste? C'est aussi... Oublié. Bon.
Vous précisez oublier. Caché? Non, oublier, pas caché. Qu'attendez-vous? La reconnaissance de leur existence. Comment? Faire en sorte que des édifices portent leur nom? Déjà que l'histoire soit connue, que les édifices portent leur nom, qu'il y ait un mémorial pour tous ces martyrs tués ou morts pour notre indépendance non acquise. Ça, c'est ce qui est attendu de manière générale. Maintenant, la France a reconnu son implication dans la guerre d'indépendance de 1945 à 1971. Le Cameroun ne s'est pas encore prononcé dessus. Soit Thierry, soit Clément demandaient au moins que les archives soient déclassifiées, demandaient au Cameroun de faire sa part, ainsi de suite. Qu'est-ce que le Cameroun devrait faire, selon vous, déjà pour que les Camerounais prennent conscience du sacrifice de votre père et des autres martyrs? Le Cameroun devait encourager à ce qu'il y ait la vraie écriture de notre histoire par nous-mêmes, déjà. Parce que ce n'est pas... le chasseur est très, très mal placé pour écrire l'histoire du gibier. Donc, il nous revient à nous, Camerounais, d'écrire notre histoire, de forcer, entre guillemets, que l'administration fasse qu'on connaisse l'histoire. Il ne serait pas tard de commencer à apprendre aux enfants dès le bas âge, pour qu'en grandissant, ils s'approprient leur histoire. Puisque si on commence à leur apprendre à l'école, forcément à la maison, ils vont être tentés de demander aux parents, mais j'ai appris qu'il a eu telle chose, j'ai appris, ainsi de suite, ça va aller et l'histoire sera connue. Et une fois où l'histoire sera connue, je crois que ce sera des armes solides pour faire de notre pays un vrai pays où il n'y aura que amour, partage, solidarité et l'harmonie sociétale. Où il n'y aura plus de divisions, parce que les divisions, c'est pour nous tuer dans l'œuf, alors qu'on a besoin de grandir, on a besoin de laisser des choses positives pour les plus jeunes que nous. Si nous avons été des générations sacrifiées, ne permettons pas qu'il y ait de futur. Prenons conscience de cela, ça ne sert à rien de ressasser tout ce qui s'est passé, non. Prenons conscience de cela et rebâtissons le pays ensemble, sans couleur politique en tant que Camerounais. Mais on ne peut pas exclure la couleur politique. D'ailleurs, nous sommes à un mois de l'élection présidentielle, 12 candidats, 11 de l'opposition, 1 le président sortant, le candidat du RDPC. En cette période électorale, Louise Mecaf aussi, est-ce que vous avez l'impression que ces candidats-là s'intéressent suffisamment à la question des martyrs et la restauration de la mémoire collective? Je pense, sans me tromper, et peut-être que je me trompe, que c'est le dernier de leurs soucis. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils veulent avoir pour eux, pas pour le peuple camerounais. Est-ce que le problème de route, de corruption, d'éducation est moins important que celui de ces martyrs oubliés? C'est pas que ce soit moins important, parce qu'il faudrait déjà qu'on ait des routes, on n'en a pas. Il faudrait qu'on ait de l'électricité, on n'a pas tout le temps. De l'eau, on n'a pas tout le temps. C'est comme si on était encore au 19e siècle. On est au 21e siècle aujourd'hui. Ce n'est pas normal qu'on vive dans un pays comme le nôtre, avec tout ce qu'on peut avoir comme richesse du sous-sol, et qu'on soit comme un des derniers pays du monde. Et pourquoi cela? Le Cameroun, personne n'a choisi de naître au Cameroun. Donc si on est tous au Cameroun, qu'on essaie de faire ce qu'il faut faire pour tous les Camerounais. L'âme immortelle de l'UPC, c'était l'unité de ce Cameroun, sans distinction de religion, de race ou autre. Ou de tribu. Ou de tribu, non. Tribu, ils n'étaient pas tribalistes. C'était pour l'unité. Et ensemble, pour une même cause, la patrie du Cameroun. Bernard Chaye, tout à l'heure, dans sa prise de parole, Clément faisait le reproche à certains. Parmi ces certains-là, il y a quand même l'UPC, de s'être mis à l'écart lors de la descente des équipes de la commission mixte chargée de restituer en quelque sorte, raconter l'histoire
tel que vécu au Cameroun de la période de 1945 à 1971, période choisie par la France pour cette guerre d'indépendance enregistrée au Cameroun. Il y a donc ce reproche qui est fait. Est-ce que aujourd'hui, pour corriger cela, il faut que ces candidats à l'élection présidentielle, puisque nous sommes à un mois de l'élection, essaient aussi de comprendre, de fouiller l'histoire, de faire en sorte qu'on ouvre les archives, qu'elles soient accessibles à tous pour mieux comprendre le problème du Cameroun d'hier et peut-être corriger les erreurs du passé. Je suis surpris qu'il le dit. Parce que dire que l'UPC s'est mise à côté, je ne peux pas accepter qu'il dise cela. L'UPC ne peut pas être la cheville ouvrière et quand la France vient pour son rapport, soit dit en passant, et que l'UPC se mette à côté. C'est un peu comme vous organisez votre anniversaire, quand les invités arrivent, vous êtes le premier à ça. S'il l'a dit, j'ai du mal à croire qu'il a vraiment. Est-ce que c'était pas à vous d'aller aussi vers ceux-là? Si c'est à nous pour leur donner la bonne information, puisqu'ils ne sont pas venus vers vous. Vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de l'émission. Qui détient les archives du Cameroun? Il faut savoir qui détient les archives. C'est à la suite du président Macron qu'on décide de déclassifier les archives. Avant cela, l'écrivain Achille Bembe a fait des parutions. On l'a interdit carrément de séjour au Cameroun. Alors, quand déjà vous êtes embrigadés, vous êtes bâillonnés, tous vos gestes sont épiés, vous croyez que les Camerounais sont encore au niveau où ils accepteront mourir, du moins avoir cette ferveur que ceux-là ont eu hier? C'est pour ça que l'UPC est resté tranquille. L'UPC continuait son travail. L'UPC continuait d'enseigner, à faire ses écoles de cadre pour enseigner les camarades, pour leur préparer à une éventuelle révolution. Mais l'UPC ne s'était jamais mis à part par rapport à si l'UPC avait été consulté de la plus bonne des manières, de la manière la plus officielle, l'UPC aurait produit au gouvernement français des informations puisées à bonne source. Et pourquoi accepter juste un pan de l'histoire et déclassifier les archives après? On devait d'abord déclassifier les archives, rentrer à l'intérieur, voir ce qui est écrit avant de faire quoi que ce soit. On ne peut pas mettre une charrue avant les bœufs. C'est ça qu'il faut savoir. Alors, l'UPC ne s'est jamais et jamais mise de côté. Maintenant, en matière de mémoire collective, posons-nous la bonne question. Que fait le lycée général de Clerc à Yaoundé? Un pays, le Cameroun, ayant des martyrs, ayant des gens qui se sont battus. Quand vous allez à Bafan aujourd'hui, il n'y a qu'au Carrefour, vous voyez sa stèle qui a été fabriquée. Que fait le lycée général de Clerc à Yaoundé, la capitale politique? Vous comprenez, comme a dit Maman, que c'est la continuité du néocolonialisme. Que fait la statue du général Leclerc à Bonandia? Pourtant, en Guinée, il se trouve un pays qui n'est pas camerounais, qui n'est pas le nôtre. Tout un lycée qui est le lycée Ernest Wandje. Vous voyez que c'est d'autres qui parlent de nous. C'est d'autres qui reconnaissent la qualité des hommes que nous avons eus. Mais nous-mêmes, nous n'en faisons rien. C'est là où le mal est profond. Alors, pour revenir à l'élection présidentielle, oui, le Cameroun est un gros malade. Tous ces candidats ont dans leur chair, dans leur âme, envie de changer des choses. Mais il n'est pas l'heure de parler juste d'un pan qui est, je voulais dire, la mémoire des autres. Parce qu'il faut d'abord avoir les coups de France, c'est-à-dire prendre le pouvoir, afin d'avoir la latitude de travailler. Tu ne peux pas, dans ton programme d'action, quel que soit ce que tu y mettras, mais si tu n'as pas les moyens de les mettre en fonction, tu n'auras pratiquement rien fait et tu ne pourras vraiment rien faire. Donc sur ce point, vous n'attendez pas plus des candidats? Tout ce qu'on attend des candidats, c'est qu'il y ait bien évidemment alternance et qu'après l'alternance, qu'on s'asseye. Roland Moumi avait dit, Félix Moumi, pardon, avait dit, avant sa condamnation à Bafoussam, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, les Camerounais s'apercevront que rien n'a été fait dans leur pays et il faudra recommencer en respectant les idéologies de l'UPC. Nous étions en 70, 71 pardon. 71. Alors 70, 80, 80, 90, 90 qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait au Cameroun? Donc il avait vu juste. Il avait vu juste, c'était des visionnaires. Il avait vu juste. Et notez-le, toutes les écritures de l'UPC,
toutes les feuilles de route de l'UPC, tout ce que l'UPC projetait pour le peuple camerounais, si c'est appliqué aujourd'hui, le Cameroun ne sera pas l'égal d'un pays au monde, en termes de bonne gouvernance, en termes de gestion, en termes d'appropriation, autant pour moi, de nos avoirs nationaux. L'UPC donnait un exemple de gestion. Mais aujourd'hui, quand vous avez des dirigeants qui sont néocolons, qui sont la continuité, il a fallu qu'André-Marie Mbida se fâche un tout petit peu, qu'on le mette à côté pour mettre Aïdjo, qui est la continuité. Et Aïdjo a dit dans un de ses discours, au moment où je m'apprête à prendre les rênes du Cameroun, j'aimerais rassurer la France que je vais traquer et arrêter tous les responsables de l'UPC où qu'ils se trouvent. Un chef de l'État le dit dans un de ses discours. Alors ces UPCistes qui arrêtent, qui traquent, qui va tuer, c'est les Sénégalais, pardonnez-moi mes frères sénégalais. C'est les Sénégalais, mais c'est des Camerounais que tu dois traquer. C'est pour ça que nous n'avons jamais accepté qu'un bourreau soit aujourd'hui mis à la même table que les martyrs. C'est noté, Bernard. On va sortir de l'émission Thierry Batoum. La semaine des martyrs se referme demain avec la commémoration de la disparition, de l'assassinat de Ruben Oumniobé. Il a été assassiné le 13 septembre 1958. Il y a d'ailleurs des activités, des manifestations prévues demain à Ezeka. C'est quoi le programme? Nous attendons déjà tout le peuple camerounais, quel que soit le bord partisan, que vous soyez du RDPC, du SDF, du CPP, du MRC, nous vous attendons tous. Parce que Oumniobé n'appartient pas seulement au seul parti UPC, mais Oumniobé appartient à tous les Camerounais. Il ne faudrait pas que les uns et les autres soient empêchés de venir commémorer avec nous parce qu'ils auraient vu l'UPC. Non. Nous attendons tous les Camerounais. UPC appartient à tous, Oumniobé appartient à tous les Camerounais. Donc, quel que soit votre bord politique, vous serez attendu demain à Ezeka, à partir de 10h. Dès 10h, nous avons une messe d'action de grâce à l'église EPC, dans le cimetière et la dépôt de Ruben Oumniobé. À la suite, nous irons sur la tombe de Oumniobé nous recueillir avec un petit requiem. Et à la suite, nous avons une conférence de presse des héritiers marchés nationalistes qui vont s'exprimer d'abord sur la lettre de Macron à son homologue, le président Paul Biya. Et ensuite, ils parleront des actions qu'ils vont engager au sein de leur collectif. Et après, il y aura un petit de petites réjouissances entre différents participants. Donc, nous attendons tout le monde parce que tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir si la reconnaissance mémorielle va au-dessus des problèmes du quotidien des citoyens camerounais. Mais nous pensons ici que la reconnaissance mémorielle est le socle même des générations futures. Si nous ne connaissons pas ce qui a été fait hier, le combat qui a été mené hier, nous ne pouvons pas porter le combat d'aujourd'hui et le combat de demain. Donc nous invitons tout le monde et nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous offrez ici de passer ce discours-là. Et c'est moi qui vous remercie, messieurs, madame, d'avoir été avec nous ce soir. Un mot de fin, Clément, 30 secondes. Merci beaucoup, Claude. Je tiens à saluer l'initiative du professeur Kamto qui a fait le tour jusqu'à aller au Sénégal. Ça veut dire qu'il prône la réconciliation nationale. Je souhaite également que le président Paul Biya nous appuie dans notre démarche auprès de la France et je conseille aux Camerounais que chacun tienne sa carte électorale pour voter utile dans l'intérêt du pays. Le 12 octobre prochain, merci. Merci Louise Mecaf aussi, merci Bernard, merci Thierry, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous lundi, 19h30 sur Balafon TV et 20h sur Radio Balafon pour une nouvelle édition de Tribune présidentielle. Bon week-end à tous.